Bonjour Ingrid, aujourd'hui je te reçois pour un interview. C'est une interview qu'on avait discuté depuis quelques temps et tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es et puis pourquoi aujourd'hui tu as décidé d'en parler et pourquoi. Alors je te laisse te présenter en quelques mots et puis on va écouter ton histoire. Voilà, donc je m'appelle Ingrid, je suis la maman de 2 enfants qui ont été placés dans une maison d'enfants. Ça va faire maintenant bientôt 3 ans que je suis dans le système juridique pour pouvoir reconstituer ma famille. C'est un très très long parcours. Et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui parce que je pense que la problématique du placement est très peu connue du grand public. C'est même quelque chose qui serait caché, dont on ne veut pas parler, dont on n'entend pas parler dans les médias. Et alors que beaucoup de mamans et même de papas aussi subissent cet arrachement, hein, je pourrais aller jusque-là, de leurs enfants. Et moi, j'avais besoin aussi personnellement de pouvoir dénoncer, déposer cette souffrance qu'un parent vit dans cette situation. Tu es maman solo? Ah oui, je suis donc maman de famille monoparentale parce que le papa était violent. J'ai subi des violences conjugales, donc je me suis retrouvée seule avec mes 2 fils à porter tout à bout de bras. Donc je faisais tout seul, la scolarité, leur donner à manger. J'ai répondu à tous leurs besoins, mais voilà, il y a un moment où tout porter seul, c'est très lourd. Et donc, je suis venue demander de l'aide parce que mes enfants étaient assez turbulents et difficulté à mettre le cadre aussi. C'était difficile pour toi de pouvoir en fait jouer ces 2 rôles-là et de pouvoir asseoir quelque part l'autorité positive envers tes enfants quand tu parles de cadre, pour qu'ils puissent être en sécurité, parce que toi-même, de ton passé, tu n'as pas eu un fonctionnement évident au niveau de ta propre famille, donc c'est un peu un cycle qui se répète. Et donc, tu as été demandé de l'aide, et dans quel contexte tu as demandé de l'aide et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, on m'avait proposé dans ma commune, en tant que maman, d'aller à un groupe de parole. Et là, j'étais vraiment, moi, candidement, j'y suis allée, j'ai trouvé, des ressources auprès des autres mamans où on pouvait discuter. Et il s'est retrouvé que la personne qui animait le groupe de parole était interpellée par mon discours et m'a proposé une thérapie familiale dans le même endroit où il y avait ce groupe de parole. Et donc moi j'étais enchantée, je dis oui, si je peux faire une thérapie familiale, pourquoi pas, si ça peut aider notre famille. Et là je me suis retrouvée en fait prise dans un engrenage où la thérapie familiale a duré, on en a fait 3. Et au bout des 3, la thérapeute a déposé les armes et a dit moi c'est trop compliqué. Et là, a fait intervenir le SAJ, donc le service d'aide à la jeunesse. Et on a décidé qu'on allait placer mes enfants dans une maison d'enfants. Alors que moi, j'avais proposé de faire un placement personnel, donc de trouver moi un internat. Et j'étais d'accord avec le fait que mes enfants avaient besoin d'un cadre et qu'ils aillent en internat. Et on me l'a refusé en disant que je n'avais pas les moyens financiers pour pouvoir le faire, alors qu'ils n'en savaient absolument rien de ma situation financière. Et quand on veut trouver les moyens pour ses enfants, on peut toujours le faire. Et on m'a mis le couteau sous la gorge pour que j'aille me présenter à ce centre de placement. Et
une fois qu'ils étaient à l'intérieur, ben, j'ai été pieds et mains liés. D'accord. Selon mon souvenir, il me semblait qu'à l'époque, tu m'avais dit, en fait, je les laisse pour une nuit ou deux pour pouvoir moi dormir et me ressourcer. Et donc, l'idée qu'on t'avait en tout cas proposée, c'était un peu comme, voilà, on les tient un jour ou deux et il n'y avait pas d'histoire de placement au début. C'était juste te permettre de souffler, c'est ça. Et après, toi, c'est parti sur un problème de placement, mais à la base, c'était pas du tout ta volonté en fait. Tout à fait, c'est ça. Enfin, c'était vraiment pouvoir un peu souffler et pouvoir me ressourcer parce que moi j'étais usée et j'avais plus d'énergie. Et donc on m'a quelque part vendu quelque chose qui n'existait pas. Et ces groupes de parole et ces thérapies familiales, c'était donc dans un cadre payé par l'État, donc toi tu payais rien, c'était gratuit, enfin c'est souvent oui, c'est gratuit. Tout à fait. Et alors qu'est-ce qui s'est passé après, depuis, parce que ça fait quand même 3 ans que tu... Alors je sais pas, depuis 3 ans, tu as eu quand même des endroits, des moments où tes enfants sont revenus à la maison un petit peu, ou pas, ou c'est 3 ans complètement placés? Alors, c'est 3 ans complètement placés, mais ce qui s'est passé, c'est que donc moi, on m'a d'abord dit, voilà, vous allez les voir donc, en visite médiatisée. Donc la visite médiatisée, c'est les voir au centre de placement une demi-heure, alors que j'avais mes enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça a été vraiment une rupture brutale et très violente, autant pour moi que pour les enfants qui le vivaient très mal. Et ces visites médiatisées servaient en fait au centre de placement pour pouvoir faire des fausses allégations, dire des choses qui n'existaient pas, faire un biais cognitif où ils voyaient que ce qui les arrangeait et pouvoir de toute façon me discréditer dans tous les sens du terme auprès de la juge où ils feraient le rapport lors de la prochaine audience. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces visites médiatisées, au départ, eux savaient très bien que leur intention n'était pas de me les rendre. Donc, en fait, moi, je me suis un petit peu... j'avais un espoir et on cassait à chaque fois cet espoir. Et puis, il y a un moment où ça n'allait pas, je revenais de ces visites, mais démolies. Vraiment, c'était horrible, les séparations étaient très très douloureuses à chaque fois. Et donc, ils ont été placés au début des vacances, des grandes vacances, et vers 4-5 mois plus tard, je me suis confiée à une amie qui m'a dit ne te laisse pas, tu n'as rien signé avec les SAJ, donc on va aller chercher les enfants. Et là, je suis retournée les chercher avec la police. Et ils sont revenus chez moi 2 semaines. Et là, pendant ces 2 semaines, moi je savais qu'il y allait avoir un coup près qui allait retomber après. Donc pendant les 2 semaines, j'ai fait tous les jours des activités. On en a profité un maximum. Je ne pensais même pas que ça allait durer 2 semaines. Normalement, le lendemain, ils reviennent chercher les enfants. Donc là, j'ai vraiment eu une chance de les avoir pendant 2 semaines. Et malheureusement, il y a eu une audience qui a dit qu'ils étaient en danger et que je devais les rendre. Donc tu as été avec la police les chercher, donc c'était légal? C'était tout à fait légal et ce qu'ils faisaient était illégal et en fond, tout ce qu'ils font est illégal. Et c'est ça qui est assez interpellant, c'est qu'on est dans un processus judiciaire et ce sont des hors-la-loi. Donc si le parent ne connaît pas la loi, il se fait complètement avoir. Et la plupart des familles où les enfants sont placés sont souvent des familles de culture, maghrébine, de culture où ils n'ont pas spécialement, ils ne savent pas toujours parler français et où ils croient ce qu'on leur dit et ils ne savent pas non plus se renseigner et aller plus loin dans des démarches. Et moi, c'est beaucoup ce qui m'est reproché, c'est que
on me reproche d'être procédurière, mais moi quand j'en ai parlé à certaines personnes, on me dit mais non, tu n'es pas procédurière, tu es juste une maman qui défend ses enfants. Avec la loi, donc ça veut dire que tu apprends en fait comment fonctionne la loi pour pouvoir te défendre, et donc c'est quand même pas une compétence qui est donnée à tout le monde. Donc tu te défends finalement avec les outils de cet état de droit qui finalement ne respecte pas lui-même les droits. Tu parlais des intentions, ça c'est très très important. Tu penses que les intentions derrière ces placements d'enfants, après à tort ou à raison, mais toi, tu penses que ces intentions c'est quoi finalement? Ben justement, c'est très intéressant la question que tu me poses, parce que c'est souvent l'argument qu'on me sort. Mais madame, quel serait notre intérêt à garder vos enfants? Alors maintenant, je renvoie, parce que j'ai pas mal appris des techniques de contre-manipulation, je vous pose la question. Donc je lui renvoie sa question, mais voilà. Pour moi, d'après ce que j'ai pu lire, apprendre, etc., un enfant placé rapporte 4 000 € par mois. Donc, il y en a deux, donc ça fait 8 000 € par mois. Mais évidemment, moi, quand on me pose la question, je ne peux pas lui répondre clairement que c'est pour les subsides. Il y a énormément de subsides par rapport à tout ça. Et c'est toute une machine qui fonctionne, qui fait intervenir des éducateurs, qui fait vivre des délégués. Et tout ça est une machine où ça donne de l'argent à tout le monde. Et, Oui, il y a le côté de l'argent. Et puis, les subsides, ils viennent d'où finalement? Parce que je pense aussi qu'il y a peu de gens qui le savent à notre époque, mais au niveau des allocations familiales, je pense que quand les enfants sont placés, on les retire. Puis après, on demande aux parents, mais vous devez avoir une chambre supplémentaire donc, pour eux, mais en fait, vous n'avez pas les allocations familiales pour payer ces chambres qui ne sont pas occupées pendant ce temps, mais qui doivent être là le jour où ils pourraient revenir. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des allocations familiales et d'où viennent ces subsides finalement? Le subside, dans ma situation, vient par exemple de la monarchie belge, qui finance ces centres de placement. Les subsides, principalement, c'est de l'argent de l'État. Donc, c'est les impôts que les citoyens payent. Donc, en fond, c'est les citoyens qui financent tout ça. En travaillant, les allocations, on les a plus, on nous retire tout en tant que parents, on n'a plus rien. Donc, si on payait un loyer, on ne sait plus le payer. Parce qu'en général, il y a des parents, souvent des parents qui travaillent mais qui ne savent pas payer les avocats parce que c'est trop cher. Et quand on travaille, on n'a pas droit donc à être prodéo, donc avoir un avocat gratuit. Donc il y a très peu de parents qui savent avoir un avocat et se défendre, et on se retrouve dans des états de précarisation terribles. Et comment ça se passe pour tes enfants? Quelle est leur vie maintenant ils sont toujours dans la même institution? Parce que je crois que tu avais demandé qu'on déplace parce qu'ils n'étaient pas heureux dans cette institution. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer qu'est-ce qui se passe pour eux à notre époque, tout ce que toi tu vis, parce qu'il y a cette séparation qui est déjà difficile, mais il y a aussi le fait qu'eux ne sont pas dans des conditions qui leur permettent de se construire, et au contraire. Donc en fait, moi, depuis le départ, j'avais dit à la juge que mon fils aîné avait une problématique, il était atypique, que je soupçonnais même qu'il était très autistique. Donc, il y a eu d'abord une pédopsychiatre, ça c'est pour que vraiment vous compreniez tout le déroulement pervers qui se passe. Ils avaient demandé à une pédopsychiatre que j'avais déjà consultée avant le placement. Et cette pédopsychiatre a dit et a affirmé: vos enfants ont besoin de vous. Enfin, les enfants ont besoin de leur maman, ils doivent continuer à avoir plus que ce que vous leur donnez déjà. Et ça n'arrangeait pas tellement la justice. Donc, cette pédopsychiatre n'était pas mandatée. Alors, comme ça n'allait pas dans leur sens, dès que ça ne va pas, on écarte.
et on ne mandate pas le médecin. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mandaté, là ils le mandatent, un expert. Dans la loi, l'expert doit être un pédopsychiatre. Et l'expert qui est mandaté à chaque fois est un psychologue, ce qui est déjà illégal. Ce psychologue prône les abus, prône que les parents abusent de leurs enfants. Donc il fait une expertise qui dessert complètement le parent. Et cette expertise va être utilisée à tout bout de champ. Et on va aller mettre à chaque fois que cet expert a dit que le parent n'était pas capable. Alors cet expert a préconisé que donc mon fils aîné aille en pédopsychiatrie. En pédopsychiatrie, mon fils a vécu d'énormes maltraitances où on l'a, à plusieurs reprises, on a utilisé la contention. Donc ça veut dire vraiment prendre l'enfant de force et le mettre dans des chambres d'isolement. Et ce qui était intéressant aussi pour montrer toute l'illégalité de ces faits, c'est que avant son admission, on a vérifié qu'il n'y ait aucune caméra dans ces jeux vidéo, que rien ne pourrait être filmé de ce qui s'y passe là-bas. Donc déjà, c'est assez interpellant. Et alors, comme l'enfant exprime son mal-être, on ne veut surtout pas l'entendre, donc surmédication. On médique, et le problème, c'est que comme on n'a pas compris quelle était la problématique réelle de mon fils, c'est qu'on l'a médiqué, mais ce n'était pas la bonne médication puisqu'il se plantait complètement. Donc quand il est sorti de l'hospitalisation, les médicaments ne fonctionnaient pas. Et donc ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu toutes les semaines une ambulance qui venait les chercher. Ils allaient en urgence pédopsychiatrique, où ils dormaient même là-bas. Moi, j'ai reçu 8 factures d'ambulance chez moi, même sur des choses qu'on ne m'avait pas prévenues. Donc, mon autorité parentale n'est jamais respectée. Je ne reçois rien, aucune information sur leur scolarité. Mon fils aîné n'est plus scolarisé depuis presque 1 an, ce qui est aussi illégal et ce qui est aussi une maltraitance psychologique, qui est dans les critères de ce qui peut être une maltraitance psychologique. En fait, ils s'en foutent que l'enfant soit scolarisé, ça ne les intéresse pas spécialement. Et mon fils va avoir 10 ans et il sait toujours ni lire ni écrire. Et ce qu'on t'avait reproché, c'était justement d'avoir un manque de cadre à l'époque. Mm-hmm. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils en ont encore moins, finalement. Parce que quand ils étaient chez toi, ils étaient scolarisés, ils avaient quand même une sécurité, mais tu étais en burn-out et tu avais besoin de soutien tout le temps dans ton système. Et donc, du coup, plusieurs fois, tu me dis que ce qu'on te reproche est fait 10 fois, 100 fois pire de l'autre côté. Donc, ils ne sont pas du tout dans cette capacité de donner à l'enfant quelque chose de meilleur que toi, finalement, au contraire, puisqu'il y a beaucoup de maltraitance. Comment ça se passe pour toi à chaque fois qu'on t'appelle en disant il y a une armoire qui lui est tombée dessus, il est à l'hôpital, en psychiatrie, comment tu vis? Parce que je crois qu'on t'interdit même de pouvoir d'enquérir auprès de tes propres enfants, de pouvoir même les soutenir, de les rassurer. Comment ça se passe pour toi? Au début du placement, c'est vrai que là, c'était quelque chose qui venait vraiment droit au cœur et où j'ai exprimé ma colère clairement face à tous les intervenants. Forcément, ils n'attendent que ça, ce qui m'a été complètement reproché. Et j'ai énormément travaillé sur moi pendant ces 3 ans. Et aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul. J'arrive à comprendre que quand ils m'annoncent des choses tels que l'accident, un bras cassé, des points de suture, c'est une manière de me provoquer, où ils vont bien appuyer là où ça fait mal et où je me dis je rentre plus dans le jeu et je leur montre que ça ne m'atteint plus, même si c'est le cas, mais je ne leur montre plus en tout cas parce que je sais que ils n'attendent que ça. C'est le ressenti que tu as et à juste raison, et du coup tu m'avais envoyé un article qu'on mettra dans la description de la vidéo d'ailleurs,
qui parle de faits de mœurs. Et toi, tu as l'impression que finalement, il y a toute une... Tu avais parlé de perversité au début de l'interview, qu'il y a finalement toute une volonté, une intention de leur part de prendre à défaut pour peut-être enlever ton autorité parentale totale. Et tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce qui s'est passé, donc ce qui est expliqué dans l'article, et quelles sont tes projections, à tort ou à raison, parce que comme on en avait parlé avant l'interview, il y a les choses que intuitivement on ressent parce qu'on est dans un contexte de personnes qui manipulent et qui ont, entre guillemets, que ça à faire d'emmerder, excusez-moi, mais c'est un peu comme ça, les personnes pour pouvoir, eux, garder ce qu'ils ont envie de garder, hein, que ce soit par un intérêt financier ou autre. Donc voilà, je te laisse un petit peu expliquer les choses et je laisse aux personnes qui écoutent de ressentir si ce sont des projections, des intuitions, des choses qui vont peut-être se passer ou pas après. Donc en fait, ça je n'avais pas encore vraiment pointé le doigt là-dessus, mais pour comprendre mes hypothèses et mes peurs et mes craintes par rapport à ce qui peut arriver dans le futur et là où ils veulent en arriver, c'est qu'en fait, en pédopsychiatrie, normalement, quand l'enfant est envoyé en pédopsychiatrie, il n'est pas encore placé. Donc on propose, votre enfant ne va pas bien, on va aller l'hospitaliser 3 mois. Et ce que j'ai pu en lire et découvrir sur ces hôpitaux, sur cette psychiatrie de l'enfant, c'est qu'en général, ils en arrivent à dire que si l'enfant est comme ça, c'est qu'il y a eu abus sexuel ou attouchement de la part du parent. Donc le médecin décide que l'enfant ne va pas bien à cause de ça et le place. Et là où l'hôpital n'a pas eu l'habitude, c'est que moi, mes enfants étaient déjà placés, mais j'avais toujours mon autorité parentale. Et ce qui les a beaucoup embêtés lors de cette hospitalisation où mon fils a été pendant 3 mois, c'est que j'ai posé des questions, c'est qu'ils avaient des comptes à me rendre, c'est qu'il y avait un dossier médical à me donner, c'est qu'il y a une expertise et qu'ils devaient me rendre des comptes à moi. Et dont d'ailleurs une expertise que j'ai demandé à voir, que je n'ai jamais eue et qui presque n'existe pas alors qu'elle a existé. Enfin, toutes des choses très très incohérentes. Et donc, ce qui les a beaucoup embêtés à l'hôpital, c'est qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Et que moi, on m'a reproché d'oser poser des questions, alors que c'était légitime en tant que parent. Et donc, finalement, ce médecin, ça l'a embêté que j'ai une autorité parentale. Donc, selon moi, j'ai appris qu'il y a eu des faits de mœurs au sein de l'institution, ce qui est tout à fait plausible et ce qui peut tout à fait exister et qui est très courant. Mais j'ai l'impression, c'est une impression qui est à vérifier mes hypothèses, que je suis en train de faire, parce que maintenant, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, je prends le costume du journaliste où je vérifie les sources, je vérifie ce qu'on me dit parce que je n'ai plus aucune confiance. Et j'ai tellement été trahie et on m'a tellement menti que je ne fais plus confiance, donc je vérifie. Je ne mets pas de certitude sur mes peurs et mes craintes, mais je vérifie que ce qu'on me dit est correct. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, sur les histoires de mœurs qu'on m'a appris au sein de l'institution, je n'ai malheureusement pas de certitude que ce soit vraiment arrivé. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient inventé ça? C'est parce que personne ne me croit quand j'en parle. Pourquoi ils l'auraient inventé? Pour arriver au final à dire que si mon enfant a tel symptôme ou tel comportement, tiens, ça colle avec un comportement d'abus, qu'il aurait été abusé lorsqu'il serait avec moi. Et si on me colle ça et qu'on m'accuse de ça, parce que moi je ne saurais pas vraiment le défendre, et si on induit l'enfant à le dire en audition, parce qu'on va auditionner l'enfant, moi je serais coincée. Et s'ils ont décidé de me faire porter ce chapeau-là, s'ils ont envie de m'enlever mon autorité, ils me l'enlèveront. Et donc voilà ma crainte. Oui.
Et c'est très bien que tu puisses en parler finalement, parce qu'on a le droit d'avoir ces craintes, et surtout que dans tout ce que tu as vécu, c'est pas pour rien non plus que tu en arrives à réfléchir comme ça. Parce que beaucoup de personnes disent oui, alors ces gens sont paranoïaques. C'est un peu facile de ne pas vouloir écouter ce qui pourrait arriver. On le vit dans tout ce qu'on a vécu ces deux dernières années. Ne pas entendre, ça permet aussi de ne pas écouter la souffrance qu'il y a derrière finalement. Alors on parle souvent de l'aliénation parentale, mais finalement ici on pourrait l'appeler comment? L'aliénation étatique, je ne sais pas. En tout cas du système institutionnel, c'est ce que tu vis clairement. Et en tout cas, pour te connaître depuis 3 ans, tu es vraiment quelqu'un de très très courageuse qui a fait beaucoup pour tout faire. Est-ce que tu as l'impression que c'est une bataille perdue d'avance, ou est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir? Je pense que pour pouvoir tenir debout, donc pour répondre à ta question, c'est effectivement de l'aliénation institutionnelle. Et pour pouvoir tenir debout, il faut que je garde une petite lumière d'espoir, sinon c'est pas tenable sur le quotidien et le long terme. Voilà, moi je fais jour après jour ce que je peux. Ce que je voulais quand même relever et que je trouve incroyable, c'est qu'à la base, c'est le papa qui a commis de la violence sur moi. Et aujourd'hui, c'est le papa maltraitant qui peut voir ses enfants. Donc la situation s'est complètement inversée, retournée. Et voilà, de nouveau, je vais utiliser le terme, tout l'effet pervers de ce système, où on est encore dans quelque chose de très patriarcal, où la mère a tous les torts, elle est la mauvaise, où on veut rompre les liens d'attachement, d'amour. Et finalement, c'est, est-ce qu'on pourrait dire, le méchant qui gagne? Cette inversion des rôles est très forte dans la manipulation. Donc ça fait combien de temps que toi tu n'as pas vu tes enfants? Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai refusé ou j'ai posé des questions par rapport à la médication, ça n'a pas plu à la juge, qui a décidé. Moi, je voyais mes enfants en espace rencontre. Donc au début, je les voyais au centre. Et puis, comme j'étais souvent en rébellion, que j'étais pas d'accord, etc., eh bien, le centre n'a plus voulu de moi, m'a jeté et m'a mis dans un espace rencontre. Donc là, je voyais mes enfants 1 heure chacun. Et donc, suite à cette hospitalisation, la juge a décidé de tout couper. Parce qu'elle a voulu me punir, que je n'ai pas été soumise et que je n'ai pas dit amen à tout ce qu'ils voulaient. Donc ils ont tout coupé, sans pouvoir dire au revoir à mes enfants. Du jour au lendemain, j'ai plus rien eu, donc ça va faire presque 6 mois. 6 mois, plus droit à aucun coup de fil, rien du tout, j'en avais déjà pas avant. Ils ont été dire à mes enfants qu'ils ne me voyaient plus parce que j'étais folle, parce que j'étais en psychiatrie. Donc ils ont menti. Et ils ont coupé tous les liens aussi avec l'entourage. Donc ils voyaient leur grand-mère, ils ont tout coupé. Donc comment ces enfants ne peuvent pas être révoltés? Comment ces enfants... le petit a voulu se jeter, se défenestrer. Et le grand a s'étranglé avec les mains. Il a pris des couteaux qu'il a cachés sous son lit. Donc moi j'ai amené le petit, le cadet en parfaite santé, etc., où il n'avait aucune raison d'être placé, et à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve presque avec un délinquant. Donc je ne sais pas ce que l'État est en train d'essayer de faire de mes enfants, mais j'ai vraiment, j'ai très très peur. Parce que moi, si mon espoir, maintenant je me fais une raison, c'est que je ne les récupérerai de toute façon pas à 18 ans, mais ce qu'ils ne peuvent pas me dire. Et c'est ça que je trouve injuste, c'est qu'ils me laissent dans quelque chose d'illusoire. Et où maintenant, je suis en train de faire mon deuil, que j'attendrai leurs 18 ans. Mais si c'est pour qu'à 18 ans, ils se retrouvent en prison ou en hôpital psychiatrique pour adultes, l'espoir là, comment ça s'effondre. En sachant tout le travail sur les traumas
à faire derrière aussi, hein, qui ne va pas être financé par l'État forcément quand tu les récupères. C'est pas dans leur priorité. C'est très fort hein, ce que tu dis de ce qu'ils vivent en ce moment, mais ça veut dire que comment toi tu fais pour vivre au quotidien par rapport à ça, en sachant ce qu'ils vivent et en essayant de tenir le coup quand même pour être debout? Ben, je t'avoue que j'ai des... C'est la montagne russe en fait. J'ai des up and down et ben, je pense que ce qui me fait tenir le coup, c'est que j'ai un amour inconditionnel pour mes enfants. Et que des fois j'ai l'impression de me tenir à une branche d'arbre et en dessous il y a un courant et que si je lâche la branche, ben, je vais partir avec le courant. J'ai envie des fois de lâcher l'arbre et de me dire ben, c'est trop dur. Et puis il y a toujours un truc qui me ramène en me disant ben non, je vais continuer. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais j'ai envie aussi que mes enfants voient, parce que à l'heure d'aujourd'hui, ils ne le savent pas, hein, tout ce que je fais jour pour eux aussi. Et ils pourront le lire, ce que l'État, si on leur permet, ce que l'État leur a fait. Et ce que j'ai oublié de te mentionner aussi, c'est que à la base, si moi je laisse tomber et si que je perds mon autorité parentale, les enfants sont prêts à être adoptés. Et un enfant adopté, enfin une personne qui veut adopter un enfant, ça coûte très cher. Et cet argent revient probablement à l'État. Donc c'est là aussi tout le gain qui peut être intéressant pour eux et que les parents perdent tout pour pouvoir les faire adopter. Donc, qu'est-ce qui fait que tu veux garder cette autorité parentale? Parce que finalement, on voit qu'elle est vraiment mise à mal, que ce soit au niveau financier, ce qui est basique mais quand même gravement problématique, parce que l'argent que tu dois payer sans avoir ces allocations, finalement, c'est pas de l'argent qui te permet toi d'être soutenu, parce que je sais pas, je pense pas qu'il y a des thérapeutes qui sont de leur institution payés pour te soutenir, hein, ça on ne pense pas hein, au soutien par rapport à la maman, au contraire, puisque leur but il est tout autre. Mais au niveau de ça, du problème financier, il y a d'autres problèmes au niveau de l'autorité parentale. Parce que finalement, tu me dis souvent, il me reste que ça pour dire oui ou non, mais finalement, même quand je me positionne, soit ça se retourne contre toi, soit c'est pas respecté. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu tiens par rapport à ça? À la garder et à ne pas justement te dire, ben voilà, je lâche prise. Comment tu le vis? Mais si j'ai plus l'autorité parentale, j'ai plus aucun droit de regard. Et comme je te disais, si je la perds, mes enfants, ils sont prêts à être adoptés. Ça veut dire qu'on peut même leur changer de nom. J'ai plus rien, je ne peux plus rien faire. Je suis... et mes enfants pourraient m'en vouloir, ben là, d'avoir vraiment abandonné. Tandis que là, même si je dis non et qu'on va à l'encontre de mon non, ben quelque part, je montre quand même que j'existe et que... Après, c'est à... Au fond, la juge n'a pas envie de prendre la responsabilité, donc elle essaye de manière manipulatoire de me faire porter ce qu'elle n'a pas envie de porter. Donc en plus de ne rien avoir et de souffrir la séparation, etc., je dois porter ce que eux n'ont pas envie de prendre comme décision. Et en disant non, c'est elle qui prend la décision, mais c'est elle qui porte et elle n'a pas envie de prendre cette responsabilité. Donc on est dans un jeu de pouvoir. Parce que moi, en ayant l'autorité, j'ai encore un petit pouvoir. Donc ils ont encore besoin de venir vers moi pour d'avoir un accord. Pour les grandes décisions. Eh bien, ton histoire, elle est touchante, elle est bouleversante aussi, et comme tu le dis, tu n'es pas la seule. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup dans ta situation qui se battent plus parce qu'ils n'ont pas les compétences pour ça. Tu penses que si on devrait revenir sur quand tu as eu besoin de soutien, quelle aurait été la solution à ta problématique à toi? La première, c'était déjà de diagnostiquer correctement mon fils aîné.
Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il a, alors qu'il est médiqué, etc. Hein. Donc, on n'est pas psychotique, il est rien, mais on ne sait pas ce qu'il a, il est médiqué. Et la solution, ben, ça aurait été l'internat, souffler la semaine et avoir mes enfants les week-ends. En tout cas, dans un premier temps, le temps que tu ailles mieux, et c'était pas quelque chose à faire de manière définitive, quoi. Donc, le message qu'on entend, c'est ben, quand on demande de l'aide, finalement, hein, c'est vraiment un triangle de Karpman, le sauveur devient le persécuteur, et là, c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, on t'avait offert ce livre, le livre de mon mari qui est derrière la caméra ici, qui est cette blessure, souvenir d'un enfant de l'assistance publique. Et il y a des endroits dont tes enfants sont d'ailleurs dans le même home, hein. Il y a un endroit où il a été placé dans ce home-ci. Et donc 50 ans après, ben, on se rend compte que c'est pire même qu'avant. Donc nous, on est même étonnés d'entendre cette évolution. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ce livre que tu aimerais partager? Mais ce qui m'avait... je t'avoue qu'il y a vraiment des passages où j'ai eu beaucoup de mal, où ça m'a donné vraiment des nausées, tellement que c'est en même temps semblable, en même temps que c'est douloureux. C'était pendant les visites où Frédéric racontait qu'il avait reçu un fantasme, je crois, et que c'était de sa maman et qu'il ne voulait pas le lâcher, et que la moindre petite chose qu'on donne aux enfants, pour eux, ça a une valeur inestimable parce que ça vient quand même de leur maman. Et justement, ce qui est abominable, c'est que le home refuse qu'on apporte des cadeaux, refuse qu'on donne à manger, alors qu'ils ne mangent presque rien. C'est les relations aussi très maltraitantes qu'il y a entre... parce qu'ils sont mélangés avec des adolescents, quand même des jeunes enfants avec des adolescents de 13-14 ans, où ils peuvent subir aussi des abus, où ils leur disent des choses qui ne sont pas de leur âge. Le rôle des éducateurs, qui est très maltraitant aussi. Et vraiment cette volonté d'arracher les liens familiaux. Et où à un moment, la maman de Frédéric venait voir sa sœur, et que Frédéric voyait ça par la fenêtre et disait enfin, il vient voir ma sœur et moi je suis abandonnée. Oui, il y a des similitudes, et c'est vrai que quand Frédéric a écrit le livre, il dit bon, moi je suis pas écrivain, mais je pense que tu l'avais écrit pour aussi mettre les mots sur ce que d'autres ont vécu qui n'ont pas pu exprimer, et beaucoup de ces anciens camarades de home étaient vraiment reconnaissants aussi de dire tu as su dire les choses, voilà, comme pas à la Molière, mais voilà, de manière simple et dans la limpidité de ce qui existe. Et c'est vraiment triste pour nous de voir que on est toujours dans ce même problème. Donc c'est un problème structurel, institutionnel, étatique, et peut-être envoyer une bouteille à la mer pour dire qu'est-ce que les personnes qui ont des compétences, des avocats, parce que tu as eu quand même plus ou moins, c'est ton 4e avocat que tu as, tu me dis que souvent ils se connaissent très bien, et donc c'est plus une pièce de théâtre qu'autre chose finalement, ces audiences, quand elles sont en plus même pas légales, puisque tu reçois même pas les rapports qu'il faut avant, et donc on te donne aucune possibilité de te défendre correctement. Et donc, si on devait envoyer une bouteille à la mer, s'il y a des personnes qui sont sensibilisées à ça, ce serait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu aurais besoin pour te dire, je vais peut-être pas attendre jusqu'à 18 ans pour voir mes enfants? Et c'est très bien que tu fasses ton deuil, parce que finalement, comme je le dis régulièrement dans la sortie de l'emprise, faire le deuil, c'est aussi être dans ce lâcher-prise et de se dire que je suis plus dans cette volonté d'y arriver, qui va finalement renforcer la manipulation de l'autre côté, mais d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et puis la vie, elle nous réserve beaucoup de surprises. Et donc s'il y avait un espoir et une bouteille à la mer à lancer, qu'est-ce que ce serait pour toi? Qu'est-ce que serait ton besoin là maintenant pour cette situation? Mon besoin, déjà, si je peux faire en sorte que ce témoignage
puisse éviter à d'autres parents de vivre ce que je vis, parce que je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je pense que c'est une des épreuves les plus dures avec la mort d'un enfant, d'être séparé comme ça de la chair de sa chair, d'être condamné à perpétuité pour des faits qui sont minimes, parce que peu importe ce que je fasse, on me le reprochera, hein, il n'y a rien de positif dans tout ce que je fais par rapport à eux, d'essayer de démonter ce système, d'essayer, j'ai un peu envie de dire que c'est comme un rôle de sauveur par rapport à cette justice, je ne sais pas si j'y arriverai, mais voilà, c'est comme le colibri, j'amènerai peut-être un petit bout d'eau, mais on verra, on verra. Je laisse l'avenir faire, mais en tout cas, c'est essayer qu'on n'arrive déjà pas au début, ne mettre jamais un pied au SAJ, parce que c'est déjà la porte de l'engrenage, en fait. Oui, mais alors, du coup, quand une maman a besoin d'aide, est-ce qu'il existe des associations citoyennes? C'est en tout cas, quand on a un enfant, il faut être le plus entouré possible, et essayer de s'en sortir, c'est malheureux à dire, hein, mais s'en sortir par soi-même et de ne pas aller demander d'aide extérieure parce que finalement ça se retourne contre nous. En tout cas, pas une aide extérieure dans ce genre de situation. Ça. Peut-être qu'il y a des personnes, et on ne les connaît peut-être pas, donc s'il y a des associations qui existent, bienveillantes, qui permettent de ne pas avoir ce problème de placement, vous pouvez nous contacter et nous on pourra le mettre aussi dans la description. Voilà, des initiatives citoyennes, c'est un petit peu vers ce qu'on va pour sortir de l'emprise de ce système qui gouverne notre mental et qui abîme les enfants de la société. En tout cas, merci beaucoup Ingrid pour ton témoignage. J'espère de tout cœur que tu trouveras une solution et que tes enfants pourront sortir de cette maltraitance et que s'il y a des personnes qui soient dans, j'allais dire la juridiction, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais qui soient dans des compétences qui peuvent t'aider, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un mail et on fera suivre pour voir ce qui est possible de faire en tout cas. Et puis voilà, même un soutien affectif et psychologique, c'est vraiment ce que je te souhaite de trouver et de continuer en tout cas pour l'amour de tes enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce que je ressentis par rapport au témoignage. Oui, okay. Par rapport au témoignage de Ingrid. C'est effectivement cette similitude qui existe encore alors qu'il y a presque 50 ans, non, il y a 50 ans, ouais, même plus que 50 ans de passé, aux mêmes institutions, quoi. Je dis que c'est la même institution, qui est une institution normalement subventionnée par le CPS, qui est peut-être maintenant, on reçoit aussi des gens de la justice, mais normalement c'était CPS. Qui était à l'époque religieux, qui est devenu maintenant laïque, mais qui est toujours le même endroit, donc c'est au centre-ville. Et la problématique, c'est que je me rends compte après 50 ans que rien n'a changé au niveau institutionnel, c'est toujours la même chose. On enlève les enfants, on s'occupe non pas du bien-être de l'enfant qui lui doit trouver, et on le sait depuis longtemps, que l'enfant a besoin d'une maman ou d'un papa, même une maman ou un papa qui est toxique entre guillemets. Il y a l'amour qui est là, qui fait qu'un enfant sera toujours attaché à ses parents. Et on doit tenir compte de ça. Mais ce qu'on devrait faire, c'est encadrer le parent, pour qu'il soit le moins toxique possible et qu'il puisse apporter cette relation apaisante pour l'enfant, quoi. Et je me rends compte qu'avec le temps, ça n'a pas changé. C'est toujours le même processus. C'est-à-dire qu'on enlève, on estime que les parents sont mauvais, on enlève les enfants, soi-disant pour les protéger, et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que les martyriser. Ces enfants sont des martyrisés qui doivent vivre des situations problématiques, comme un chien qu'on enlève qu'on prend au chenil, enfin je sais pas, qu'on met dans un chenil, voilà. Et on les traite comme ça sans vraiment tenir compte de l'enfant, quoi. Moi à l'époque, je me rappelle, Ingrid parlait effectivement de la bouteille de Fanta, mais c'était pour moi très problématique. C'est vrai que quand je recevais quelque chose de ma maman, c'était la seule chose que je recevais, c'était à un moment donné qu'on allait boire un verre tout près, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Avec elle, eh bien, je tenais ce verre de Fanta comme un bien précieux, parce qu'on n'avait jamais ça dans l'institution. Et c'était ma maman qui me l'avait offert, et je buvais ce Fanta, mais ma mère me disait toujours, mais arrête, laisse ce verre, on ne va pas te le voler, hein. Mais elle ne comprenait pas que c'était... Et chaque fois, ma mère revenait dessus, parce que je dis, non, on va me le prendre. C'était vraiment une réaction comme ça assez forte. Mais c'est un petit truc sur tout ce que j'ai pu vivre dans les institutions.
Si vous voulez savoir plus, c'est d'acheter ton livre. Il est à 25 €, il est accessible sur chocopa.be boutique. Et je parle des institutions de l'époque qui sont toujours actuelles aujourd'hui, avec le même système judiciaire qui est mis en place, où c'est la mère, le père qui est culpable, qui est le responsable. Et moi, j'ai des témoignages de ma famille, on était 7, on a tous été placés, sauf le plus âgé qui lui est resté chez notre mère. J'ai des témoignages de tous les autres frères et sœurs, c'est catastrophique. Ils sont passés dans les institutions. Je suis un des seuls survivants de ma famille à travers le système institutionnel, qui a pu devenir après éducateur, qui a pu après moi essayer d'apporter quelque chose dans la structure institutionnelle, mais je me suis rendu compte que c'était c'est futile, c'est impossible quasi Mais je témoigne en tant qu'éducateur, mais aussi en tant qu'enfant placé dans les institutions de l'État. Et moi, en tant qu'éducateur, j'ai vu aussi des choses comme Ingrid l'explique, c'est qu'à un moment donné, un enfant qui est apte à rentrer chez lui, on l'empêche des fois de rentrer tout simplement parce qu'on a peur que ça fasse un manque de nombre d'enfants dans l'institution, parce qu'il y a une perte de subsides. Ou alors on a peur aussi qu'on le remplace par quelqu'un de plus difficile. Donc on préfère garder l'enfant sous la coupe parce que dit oui, lui celui-là il est calme, il est super doux, il est bien, ça me permet de payer l'éducateur, mais en plus d'avoir quelqu'un de facile. Mais par contre l'enfant on s'en fout. L'enfant il aurait pu rentrer chez lui, revivre sa vie familiale, mais là ça on s'en fout. Ça j'ai connu des situations comme ça. Donc en tant qu'éducateur. Le problème il est vraiment lié à l'argent. Oui, il y a vraiment une perversion dans le système qui fait que il y a cette cupidité qui est là derrière et qui fait que ça ne marche pas. On ne devrait pas calculer pour un enfant, franchement, ça ne devrait pas se faire comme ça. La même chose quand on parlait d'adoption, la même institution. Il y a 50 ans, les enfants, mes frères et sœurs, ont essayé de les faire adopter par des familles, peut-être bourgeois, je ne sais pas, qui étaient en demande, mais il y a 50 ans, c'était comme ça. Et j'entends que maintenant, encore aujourd'hui, on a tendance encore à vouloir déchoir les parents et pouvoir les placer. Il y a quelque chose qui ne va pas là derrière. Il y a une aberration. Tout à fait. Donc ça n'a pas changé. Et tu voulais réagir par rapport à l'article qui a été écrit dans le journal. Oui. On a plutôt parlé avec Ingrid de ce qu'elle ressentait par rapport à son histoire personnelle, et donc on n'a pas parlé des abus sexuels, et donc c'est vraiment important d'en parler. Quel est ton point de vue par rapport à... Alors sur la situation qu'elle vit, Ingrid apparemment ne comprend pas l'ampleur du problème, mais c'est normal parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de connaître, c'est une première expérience pour elle, donc elle ne sait pas trop les continuités de ça. Mais des abus dans les institutions, il y en a pas mal, ça existe couramment, moins maintenant qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant il n'y avait pas de structure juridique. Moi à l'époque, quand j'ai été abusé, je l'explique dans mon livre, j'ai déjà été abusé par les éducateurs, eh bien ce qui se passait, c'est que si à un moment donné c'était su, l'éducateur était renvoyé, ça se limitait à ça, il n'y avait pas de poursuite. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus grave, parce qu'il y a des poursuites judiciaires, il y a quand même maintenant, c'est considéré comme un acte, un crime, hein, donc maintenant c'est punissable. Mais ça reste quand même caché. Vous savez qu'ici, dans le cas de Ingrid avec ses enfants, il y a un éducateur effectivement qui aurait abusé de 4-5 enfants. Il a été démis de son travail, il a été mis dehors, mais il n'y a pas de poursuite pour l'instant, donc ça reste comme ça. Et le temps où il y a eu les actes répréhensibles sur les enfants et le moment où ça a été publié publiquement, que les parents étaient au courant, 9 mois se sont passés. Donc je ne comprends pas pourquoi 9 mois d'attente pour expliquer aux parents qu'il y a eu un problème. Pourquoi 9 mois? C'est que probablement on essayait de le cacher encore une fois. Et comme ça se passe régulièrement, on essaie de cacher, et c'est la honte là, on renvoie l'éducateur, mais après lui il peut se balader dans une autre institution, on ne sait pas, il pourrait recommencer. Et voilà, et on le laisse cacher parce qu'on n'a pas envie que ça entache l'institution, bien entendu. Mais à ton avis, le fait qu'il l'ait révélé 9 mois après, c'est probablement il y a une fuite, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit et qu'à un moment donné, il ne pouvait plus le cacher, c'est souvent comme ça. Hein. Ou alors qu'il pourrait aussi l'utiliser. Ou l'exploiter, mais ça, c'est pour moi un peu plus compliqué, c'est déjà ça reste des hypothèses. Difficile à expliquer qu'il y a eu un éducateur qui a abusé d'enfants, ça reste quand même pour l'institution une tâche sur sa réputation. Maintenant, ce qui peut se produire aussi, et ça c'est le gros problème au niveau institutionnel, c'est que le métier d'éducateur n'est pas protégé. C'est un métier, et je ne comprends pas pourquoi, ça fait 50 ans que ce métier existe, depuis 1975, où maintenant ça a été professionnalisé.
Avant, c'était les curés, les sœurs qui s'en occupaient, c'était plus une vocation qu'une profession. Dès le départ, on a voulu vraiment protéger ce métier. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des gens qui sont formés pour travailler ce genre de choses, pour éviter de tomber dans des pièges, parce qu'il peut y avoir des pièges. Et donc, quand on a affaire à des professionnels de l'éducation, ce problème ne pourrait pas se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail qui est fait, déontologique, etc. Tandis qu'ici, dans les institutions, et même dans les écoles, c'est le même problème, sauf en secondaire, je crois, mais en primaire et en maternelle, on engage pas des éducateurs, ce sont des gens qui sont des gens de lambda, qui sont en recherche d'emploi, souvent peut-être des situations précaires. Les personnes qui sont payées 4 € de l'heure aussi. Oui, c'est ça, de manière très précaire. Eux font ce travail d'éducateur, mais ils ne sont pas éducateurs. Donc ils ne savent pas prévenir les problèmes comme ça, ils n'ont pas l'expérience pour dire à quel moment il peut y avoir un enfant pour avoir un comportement déviant et autres. Donc ils ne sont pas spécialisés. Dans les cours de spécialisation pour être éducateur, il y a des cours de psychologie. Ah oui, psychologie, ce n'est pas le cas. Ben, ça c'est sûr. Et donc du coup, je ne comprends pas, parce que une bibliothécaire, ce métier est protégé, elle va protéger des livres apparemment, je ne sais pas. Mais le métier d'éducateur, lui, n'est pas protégé. Alors qu'on travaille avec des enfants, quoi. Et un travail d'enfant, c'est quand même autre chose qu'un livre. Donc je me dis, il y a une aberration. Mais je comprends pourquoi. C'est une question financière. Oui, c'est une question financière. Parce que si on doit payer maintenant tous les éducateurs qui sont dans les écoles communales, etc., où ils sont payés 4 € de l'heure, ou peut-être un peu plus, on ne sait pas, maintenant ça a peut-être augmenté avec le Covid, hein, on ne sait pas, eh bien, nous, ils devront payer beaucoup plus cher, bien entendu. Et donc, c'est encore une question de sous. Mais on n'a rien à faire des enfants, hein. C'est encore l'enfant qui est victime de ce problème. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, que les éducateurs qui sont en fonction soient vraiment des éducateurs formés, eh bien on aura toujours des déviances comme ça existent maintenant. Et ça c'est le problème. Et ça c'est la politique qui doit prendre ça en main, et qui doit dire à un moment donné, oui, il faut protéger ce métier, quoi. Parce qu'en faisant ça, on protège les enfants. Oui, là tu donnes déjà une piste de solution hein, par rapport à ça. Et à ton avis, par rapport à ce qu'on a entendu du témoignage d'Ingrid, si on ouvre le champ autre que le système matriciel, que moi j'appelle matriciel, étatique, ce serait quoi la solution en fait pour qu'on sorte de ces problèmes d'abus, d'institutions, de maltraitance d'enfants? Il existe sur le plan judiciaire des structures qui aident vraiment les parents à renouer les liens avec leurs enfants d'une manière beaucoup plus souple que simplement les enlever et les mettre dans une institution. C'est souvent la voie de la facilité, bien entendu on enlève, puis après on cherche des familles d'adoption, puis voilà, mais ça ne règle pas le problème. Donc il y a je sais qu'il y a dans le milieu judiciaire et de l'enfance, il y a des personnes, des structures qui essayent vraiment de soulever ce problème en aidant les parents, parce que c'est en aidant les parents qu'on peut aider l'enfant. C'est pas en enlevant et en aidant pas le parent et en aidant l'enfant que ça va marcher. L'enfant a besoin de son parent, il a besoin. Et donc il y a des organismes qui existent, mais ils n'ont pas le poids face à la justice telle qu'elle est encore actuellement, avec des juges, avec des rapports de personnes extérieures, assistants sociaux, qui viennent juste faire un rapport d'un contact d'une heure avec l'enfant, et au fond un rapport judiciaire là-dessus sur lequel ils vont prendre des décisions. C'est des misères. Donc en fait le besoin, ce serait qui existe et qui manque réellement, c'est d'avoir des prises en charge de la beaucoup famille, plus grande, mais même 24 de la famille. sur 24 quand les mamans ça peut être aussi une maman qui peut être prise avec son enfant dans une structure. Il y a des structures qui existent, par exemple les parents battus, etc. Mais ça devrait être la même chose pour une maman ou un papa qui a besoin de soutien momentanément. Il pourrait y avoir des structures, il y en a de toute façon donc, qui existent mais qui sont très petites, qui pourraient aider ses parents à un moment donné dans leur vie. On a tous à un moment donné des situations de faiblesse, de burn-out ou de difficultés, parce qu'on a déjà une vie, de sa propre vie, sa vie sentimentale, sa vie financière, et tout est là, je veux dire, qui fait qu'à un moment donné, un papa, une maman peut avoir à un moment donné une faiblesse qui aurait besoin d'être soutenu. Et avec bienveillance. Avec bienveillance. Et là, il existe pourtant des systèmes qui pourraient marcher, mais ne pas avantager l'institution, qui est vraiment pour moi un échec d'office. Quand un enfant va dans une institution, c'est un échec d'office. Parce que l'enfant, comme disait, je ne sais plus, c'est Cesbron qui disait, c'est Mozart qu'on assassine. Il parlait du divorce à l'époque. Il disait, quand des parents divorcent, il dit, on ne se rend pas compte de l'impact qu'a ça sur les enfants. Et c'est vrai que les enfants en sortent meurtris. Et on empêche l'enfant de s'épanouir et d'être ce qu'il voulait et ce qu'il aurait pu être.
Et donc d'office, quand on passe par le chemin de l'institution, c'est la jungle. C'est la jungle. Parce qu'il n'y a pas que les adultes qui abusent, il y a aussi les autres enfants, il y a aussi l'insécurité qui est présente, qui est manifeste aussi dans les institutions, qui sont là et qui fait que l'enfant doit se débrouiller avec ses propres armes. Et c'est pas évident. Comme on l'avait dit aussi, on ne s'occupe pas trop de la scolarité non plus. La scolarité est vue au deuxième plan. Nombre de fois où moi j'étais dans les écoles internes en institution, où c'était pas valable, c'était pas reconnu. Donc du coup, quand je sortais de l'institution, ben, où était ton niveau? Je n'avais pas de reconnaissance officielle. Donc moi, par exemple, je suis passé d'une 4e année primaire à 3 fois j'ai fait ma 4e primaire, à la 6e année primaire. Comme ça d'un coup, parce qu'on a estimé que j'avais les capacités, donc je l'ai fait heureusement, j'avais les capacités, ça m'a permis de m'en sortir. Et pour finir, j'ai réussi ma 6e primaire, mais les secondaires c'était chaotique, avec une vie affective tellement perturbée, c'était difficile d'être orienté vers quelque chose de solide et stable. Et pour finir après, en tant qu'adulte, j'ai quand même fait des études d'éducateur, en horaire, ce qu'on appelle horaire décalé, promotion sociale. Et donc j'ai eu un graduat en éducation. Et après, je suis rentré dans le système institutionnel qui m'a permis effectivement de voir les choses sous un autre angle, de me rendre compte effectivement de la complexité de l'éducation de l'enfant. Et je m'en suis sorti. Je me dis là, je ne veux plus continuer dans ce système-là parce que c'est vraiment maltraitant. Même si on va avoir des bonnes intentions, c'est très maltraitant. Et donc je suis sorti, j'ai fait plutôt l'associatif, culturel, gestion d'ASBL, qui pour moi était beaucoup plus sécurisant pour moi et plus juste. Voilà. Mais voilà, mon livre parle de ce témoignage de ma petite enfant jusqu'à à peu près l'année 2012. Avec la sortie des sectes aussi. Sortie des sectes, parce que bon, en sortant des Haumes, on n'est pas préparé non plus à affronter le monde. Et donc j'étais tombé dans une secte rapidement, même 2 d'ailleurs. Et j'ai dû me dépêtrer de ça aussi. Parce que dans le système professionnel, par exemple, au niveau institutionnel, on ne traite pas non plus la spiritualité des enfants. Parce que c'est un interdit dans le sens où on pourrait influencer l'enfant dans une voie qui pourrait être peut-être effectivement le manipuler dans des situations peut-être sectaires, etc. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants, des homes qui rentrent dans des mouvements sectaires, ou bien des communautés... Ou même dans des trucs d'extrême droite, ou des choses comme ça. Hein, politiques, qui sont plus pour un besoin d'appartenance que la vraie raison. Quoi. Merci beaucoup Frédéric pour ton intervention. Et donc voilà, si vous voulez acheter le livre, c'est sur checopa.be à boutique. Et je vous rappelle que tout l'argent qui revient, ça nous aide à soutenir les personnes comme Ingrid et d'autres qui sortent aussi du problème des sectes. Voilà.